Madame, Monsieur, bonsoir. Ce soir, dans Question Éco, nous parlons bilatéralisme. Alors que les cartes du commerce international sont en train de se redistribuer, quel rôle la Covid-19 a joué dans les relations internationales? Étude de cas ce soir dans la coopération sino-marocaine et ce en compagnie de Mohamed Benchkroun, professeur de management et ambassadeur du club des dirigeants en Chine. Bienvenue à toutes et à tous. Et avant d'établir le contact avec notre invité, coopération sino-marocaine, état des lieux, c'est un papier signé Ilham Barrada. Sans cesse renouvelée, la coopération maroco-chinoise date de plus de 60 ans. En cette période de pandémie, les relations entre les deux pays entrent dans une nouvelle ère, avec notamment la signature jeudi 20 août de 2 accords de coopération en matière d'essais cliniques du vaccin anti-Covid-19. Que ce soit dans le domaine de la santé publique, de l'enseignement supérieur ou sur le plan culturel, les partenariats entre le Maroc et la Chine se multiplient rapidement. Le total des échanges commerciaux réalisés entre les deux pays est estimé à 4,4 milliards de dollars en 2018. En novembre dernier, une entreprise spécialisée dans la vente de jantes en aluminium a ouvert une deuxième usine à Kenitra pour un investissement de 350 millions d'euros. Plus de 200 000 touristes chinois ont visité le Maroc en 2018, des arrivées touristiques boostées par la suppression du visa pour les citoyens chinois. Certes, la propagation de la pandémie de la Covid-19 a largement affecté le rythme des échanges économiques bilatéraux. Cependant, les jalons du partenariat stratégique sino-marocain sont bel et bien en marche. Une coopération bilatérale aujourd'hui au plus fort est abordée lors de l'entretien téléphonique du roi Mohammed VI et du président Xi Jinping le lundi 31 août dernier. Un entretien qui s'inscrit dans le cadre des relations d'amitié entre les deux nations. Il a également porté sur le développement des relations bilatérales dans tous les domaines, notamment le dialogue politique, la coopération économique, les échanges culturels et humains, ainsi que la lutte contre la pandémie de coronavirus. Et justement, pour parler de cette coopération sino-marocaine avec nous depuis Casablanca, Mohamed Benchkroun, professeur de management et ambassadeur du club des dirigeants en Chine. Bonsoir Mohamed Benchkroun. Oui, bonsoir. Je vous remercie pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Donc, nous venons de l'entendre et de le voir dans le reportage que l'on vient de suivre. Lutte contre la pandémie. Est-ce que vous pensez que la Covid-19 est finalement un accélérateur du bilatéralisme, et notamment entre la Chine et le Maroc? Alors, on va parler plus spécifiquement de la relation sino-marocaine. Effectivement, la Covid-19 est un accélérateur de la relation, et cela sur plusieurs dimensions. L'édito a mis en relief finalement le partenariat qui a été signé entre le Maroc et l'entreprise Sinopharm CNBC, China National Biotech Company. Et donc cela va permettre que le Maroc s'intègre dans les essais cliniques avec entre 1000 à 2000 Marocains qui sont portés volontaires. Et cela va se passer au CHU de Casablanca et à l'hôpital militaire de Rabat. Cela va permettre en contrepartie de sécuriser les commandes de vaccins. Et le Maroc n'est pas le seul pays à avoir signé ce partenariat avec la Chine. Il y a aussi les Émirats arabes unis, l'Argentine et le Chili. Ça, c'est d'un point de vue sanitaire. D'un point de vue économique, effectivement, depuis la visite de Sa Majesté le roi Mohammed VI à Pékin en 2016, un partenariat stratégique a été signé. Et cela s'est développé sur 2 axes stratégiques. Le premier, c'est d'un point de vue de l'attractivité des IDE chinois. Il est incontestable que la Chine maintenant a une force de frappe et dans une optique d'externaliser une grande partie de son industrie partout dans le monde. Et comme le Maroc a développé une plateforme d'attractivité de son industrie, effectivement, cela crée une complémentarité. Et la lueur d'espoir, la preuve à l'appui, c'est l'entreprise Dicastal, le leader mondial dans les jantes en aluminium, qui ont finalement, on a vu, ouvert 2 usines en l'espace d'une année avec une création de 1200 emplois et un investissement de 300 millions d'euros, ce qui est tout à fait estimable. Et cela, nous sommes qu'à notre début de cette longue coopération. L'autre axe stratégique, c'est par rapport au tourisme. Après l'annulation de toute
la procédure consulaire pour les Chinois accéder au sol marocain. Nous sommes passés à une attractivité des touristes de 10 000 visiteurs en 2015 à maintenant plus de 130 000, avec un objectif à terme dans les années qui viennent après la fin de la pandémie à recevoir 500 000. Donc nous sommes, finalement, le Maroc s'aligne avec les grands de mutations géoéconomiques. La Chine n'est plus seulement l'usine du monde, n'est plus seulement une force d'export de son industrie, c'est devenu aussi un pays avec une classe moyenne très élargie, avec Oui. une force de frappe. Alors, avec la baisse justement de la demande européenne sur les produits industriels chinois et ce redéploiement, n'est-ce pas, industriel mondial, quelle est la place du Royaume du Maroc dans cette chaîne de valeur mondiale et surtout, dans quel secteur se positionne-t-il ? Lors de cette Covid, on a bien constaté que beaucoup de pays développés ont perdu leur souveraineté sanitaire finalement à s'approvisionner des masques. Et donc, de ce constat-là, effectivement, plusieurs pays, notamment d'Asie du Sud-Est, d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Est, sont maintenant les vainqueurs de cette mutation de la supply chain mondiale. Je prends le cas du Vietnam qui a beaucoup profité de cette mutation, de cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, de cette tension sino-européenne, et le Maroc aussi. Le Maroc a construit depuis de longues années, depuis 2015, une plateforme d'attractivité de son industrie. Nous avons connu une renaissance, un boost de son industrie. Et de ce fait-là, nous devons effectivement militer pour qu'on puisse avoir aussi notre part du gâteau dans cette externalisation ou dans cette relocalisation. Relocalisation de la partie occidentale et aussi délocalisation de la partie chinoise. Maintenant, après, il faut faire très attention par rapport à deux éléments dans l'attractivité des idéaux chinois. Il faut vraiment militer pour qu'on impose des clauses environnementales, puisque le Maroc doit s'aligner avec la stratégie royale d'être un leader dans les énergies renouvelables. Donc nous ne devons pas accepter n'importe quel type d'industrie, spécialement une industrie polluante. Deuxièmement, nous devons exiger que les personnes qui vont être embauchées doivent être marocains. Et la troisième chose, c'est le transfert de la technologie pour que le Maroc puisse effectivement être dans une transition d'acquisition du savoir-faire industriel pour qu'il puisse être à l'avenir souverain dans son Made in Morocco industriel. Donc, c'est une approche stratégique. Il faut faire très attention. Il faut être beaucoup plus lucide avec nos partenaires étrangers, être dans une approche pragmatique et surtout basée sur le win-win. Mohamed Benchkroun, vous avez cité cette coopération chinoise avec notamment le Maroc, mais aussi d'autres pays africains, et notamment d'Afrique de l'Ouest. Comment la stratégie chinoise diffère-t-elle entre celle opérée avec le Maroc et celle avec ses partenaires aussi africains, autres partenaires africains que le Maroc ? Excellente question, je vous remercie, puisque traiter, collaborer avec l'Empire du Milieu se doit d'être d'une manière complètement différente avec nos alliés traditionnels classiques comme l'Espagne, la France ou bien les États-Unis. Premièrement, nous devons nous approprier ou nous devons comprendre culturellement comment le chinois fonctionne, comment le chinois réfléchit, quelles sont ses valeurs. Donc, il est très important d'avoir d'abord des coopérations culturelles, que les instituts Confucius puissent s'ouvrir partout dans les grandes villes marocaines et que les Marocains puissent d'abord apprendre la langue du mandarin et comprendre qu'il y a finalement peut-être une façon de collaborer qui est différente. Il y a des sujets tabous à éviter. Les Chinois préfèrent effectivement une durabilité dans la collaboration. Et puis, il y a un argument très, très intéressant que le Maroc peut jouer, une carte très intéressante. C'est que le premier employeur étranger au Maroc, c'est le Japon, puisque 71 entreprises japonaises sont installées au Maroc. Pourquoi ? Puisque le Japon est situé à l'Asie de l'Est et que le Maroc est une porte d'entrée vers l'Europe et vers l'Afrique et vers le Moyen-Orient en ayant signé des accords de libre-échange avec l'Union européenne et les États-Unis, ce sont des arguments qui ont finalement plu aux partenaires japonais. Et de ces avantages-là peuvent être transposés naturellement sur le cas chinois. La Chine serait autant intéressée par la plateforme marocaine
que leurs homologues japonais. Donc, il faut juste la stratégie ou bien la portée stratégique avec la Chine est récente, puisque la signature a été faite en 2016, mais nous devons effectivement nous approprier culturellement, Alors, traiter avec eux justement, puisque vous parlez d'appropriation, enfin, en tout cas d'un rapprochement culturel, quid de la formation? Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez, vous, en tant qu'universitaire, que les étudiants marocains sont attirés par une formation en Chine, made in China, justement? Si oui ou si non, comment justement... Parce que la formation, et à travers la formation, beaucoup de nations se rapprochent, bien naturellement. Alors comment justement encourager plus de formation en Chine pour les étudiants marocains? Effectivement, plus on aura des étudiants marocains ayant eu leur parcours universitaire en Chine, et plus ce seront des ambassadeurs et des ponts entre l'Empire du Milieu et le royaume chérifien. Et de ce fait-là, la Chine a d'innombrables avantages qui permettent d'attirer les étudiants internationaux à travers l'octroi des bourses. Actuellement, la Chine est dans une portée qualitative d'un point de vue académique. Beaucoup d'investissements ont été établis. La Chine est classée première en termes de publications scientifiques d'un point de vue quantitatif en nombre. Et donc, il y a aussi les infrastructures en Chine sont extrêmement bien développées qui permettent un épanouissement de l'étudiant. Donc, je pense que la Chine a d'innombrables avantages. La Chine n'est plus perçue comme l'usine du monde, mais aussi un pays où on peut acquérir un savoir-faire, une technologie et un réseau. Et d'ailleurs, ces dernières années, nous avons vu l'arrivée d'un nombre important d'étudiants marocains. Donc c'est une tendance nouvelle qui va s'accélérer au fur et à mesure, car il y a dans la volonté du gouvernement chinois un objectif d'attirer les meilleurs étudiants à travers le monde, car ils seront les ambassadeurs et les liens qui vont unir la Chine avec le reste du monde. Je voudrais revenir sur ce point que vous évoquiez tout à l'heure, Mohamed Benchkroun, par rapport au redéploiement de l'emploi et donc pour attirer des IDE chinois, en l'occurrence au Maroc, et privilégier l'emploi du Marocain. Est-ce que vous pensez que c'est une politique que la Chine pourrait accepter ? Mais bien évidemment, parce que la Chine ne peut plus être compétitive en concentrant toute sa chaîne de supply chain sur son sol. Le coût de la main-d'œuvre a fortement augmenté en Chine, qui était une politique voulue par le gouvernement central. Le SMIC maintenant sur la côte Est est de $700 par mois. Donc, ils sont dans l'obligation de délocaliser une partie de leur industrie dans des pays qui pourront effectivement offrir une compétitivité par le coût. Le Bangladesh, le Pakistan, l'Inde, le Vietnam, l'Éthiopie et le Maroc n'est pas seulement une plateforme d'attractivité par le coût, mais aussi une plateforme d'attractivité par la qualité, puisque nous avons effectivement une industrie, nous avons des infrastructures, nous avons des accords de libre-échange, nous avons une proximité géographique, nous avons aussi une main-d'œuvre compétitive et de qualité. Donc effectivement, je vois dans l'attractivité des IDE non un gain pour les deux parties, car j'y vois une complémentarité très forte. Et le cas de Dicastal est une preuve quant à ce rapprochement qui aura un avenir probant, à l'avenir, Inch'Allah. Puisqu'on parle d'avenir et aussi de présent, bien sûr, il y a cette guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. La démission, il y a à peine, ou en tout cas hier, de l'ambassadeur américain à Pékin. Comment, selon vous, cela risque-t-il d'impacter le Maroc et aussi la relation avec beaucoup d'autres pays africains, notamment avec la Chine? Effectivement, lorsque deux grandes puissances économiques mondiales ne sont pas vraiment dans une relation paisible, effectivement, tous les pays du monde seront impactés, légèrement, modérément ou intensément. Pour le cas du Maroc, effectivement, moi je pense que le Maroc doit garder une position de neutralité. Je pense que le Maroc n'a rien à gagner dans cette guerre, peut-être par sa diplomatie militée pour une réconciliation.
Mais dans cette tension-là, beaucoup de pays d'un point de vue économique Oui, bien sûr. sont en train d'effectivement de gagner. Comment? On pense au Vietnam, au Bangladesh, qui effectivement connaissent une délocalisation de l'industrie américaine, de la Chine vers ces pays-là, comme l'Inde, le Bangladesh et le Vietnam. Maintenant, ces pays-là ont une capacité à offrir quasiment les mêmes avantages de la Chine du fait de leur densité démographique. C'est pour ça que le Maroc n'a pas à rivaliser avec eux, car le Maroc a une autre offre. Elle est beaucoup plus qualitative de fait de sa proximité avec l'Europe. Et donc, naturellement, effectivement, cette tension, ont des vainqueurs, ont des perdants. Le Maroc doit tirer son épingle du jeu d'une manière diplomatique afin de ne froisser de relations avec aucune des parties. Est-ce que vous pensez que cette guerre commerciale peut avoir un impact économique, en l'occurrence, bien sûr, et notamment sur le secteur industriel? Je pense à la métallurgie, par exemple. Bien évidemment, dès lors qu'on va attirer de l'investissement direct américain ou chinois, nous allons avoir un boost de l'industrie, une création d'emplois. Je l'ai rappelé que le plan d'accélération industrielle 2015-2020 a permis de générer 500 000 emplois nets. Et effectivement, cette tension sino-américaine est en train de restructurer les chaînes de la supply chain. Le Vietnam est en train d'y gagner et le Maroc aussi a tous les atouts pour attirer ces investissements étrangers et de cette attractivité, on pourrait effectivement connaître un boost dans le secteur du textile, dans le secteur de l'automobile et aussi dans l'électronique, car 7 téléphones sur 10 sont produits en Chine et 7 téléviseurs sur 10 sont produits en Chine. Donc effectivement, si nous pouvons avoir une petite part dans ces délocalisations et dans ces mouvances, nous serons effectivement gagnants et nous allons combler une grande part du chômage. Très bien. Si vous le permettez, nous allons passer aux questions des internautes et cette question relative justement au transfert de technologie que vous évoquez dans plusieurs de vos réponses. Alors, la question dit, elle est de M. Elagi. Dans divers accords de coopération entamés par le Maroc, on remarque la marginalisation du transfert de la technologie. Qu'en est-il des nouveaux accords entre la Chine et le Maroc? Fin de citation. C'est ce que j'ai appelé, c'est un point qui est tellement stratégique qui peut créer finalement une relation de tension. Rappelons-le que la Chine a pu effectivement passer de sa place d'usine du monde à finalement un pays qui peut rivaliser avec les pays développés en termes d'innovation. C'est via finalement son intelligence à avoir pu acquérir le savoir-faire sur la base des capitaux étrangers. Et cela s'est passé via la stratégie qui s'appelle le Made in China 2025, qui avait pour but d'investir massivement dans la recherche et développement pour effectivement gagner en technologie. Le Maroc, effectivement, sur la base de cette expérience-là, peut s'inspirer de ce modèle. Donc, ça peut se faire sur plusieurs étapes. D'abord, attirer, optimiser notre potentiel d'un point de vue quantitatif, attirer les industries sur la base de la compétitivité sur le coût et à terme, effectivement, investir massivement dans l'innovation pour que cette expérience-là, pour qu'on puisse la capitaliser en termes d'acquisition du savoir-faire. Nous ne devons pas attirer l'investissement que pour la création d'emplois. Nous devons avoir une vision long-termiste et la meilleure façon de connaître une transformation et une industrialisation qualitative, c'est via notre intelligence à comprendre le processus de production lorsqu'on attire l'investissement pour qu'à terme, pour qu'on puisse avoir une souveraineté industrielle qui est finalement le but ultime de toute nation. Très bien. Dernière question d'un autre internaute, M. Bouanani, via Facebook, qui se demande est-ce que la politique du taux de change doit-elle tendre vers moins de flexibilité pour être un instrument de protection de la production nationale? Par rapport à cette réponse-là, nous n'avons pas d'autre choix que d'aller vers une flexibilité. Le Maroc a pris une décision stratégique d'avoir une flexibilité de sa politique monétaire et de sa politique de change. Donc, nous devons effectivement aller vers l'avant. Et la meilleure façon de limiter l'impact négatif de cette flexibilité, c'est via l'attractivité des IDE, l'industrialisation massive, l'attractivité des touristes. Et donc, nous n'avons pas d'autre choix
que de sauver effectivement notre souveraineté monétaire via cette multiplication de la stratégie d'industrialisation qui doit être une réussite pour qu'on puisse effectivement avoir une monnaie forte, tant par rapport à notre export marocain. Merci beaucoup, Mohamed Benchkouroun. Je rappelle que vous êtes ambassadeur du Club des dirigeants en Chine. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, au revoir. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Je rappelle que vous pouvez toujours interagir avec nous via le hashtag Questions Écho sur les réseaux sociaux. Merci à vous de nous avoir suivis. L'info continue sur Média TV. Très bonne suite des programmes.